Hey, salut toi. Tu m'as l'air bien sympathique. Tu as envie de te changer les idées et de découvrir plein de nouvelles choses, hein? Alors monte avec moi, attache ta ceinture, je t'emmène dans un coin de l'internet que tu ne connais pas encore. Que tu sois dans les transports, au travail, dans ta voiture ou dans ta chambre, installe-toi bien et bienvenue dans Rolf Mao. Amis de l'internet, bonjour et bienvenue dans cette émission de Rolf Mao. Je ne sais absolument pas quel est le numéro dans la lignée que va être de ce Rolf Mao. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir. On se retrouve aujourd'hui pour un format très spécial des Rolf Mao, à savoir, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo YouTube qui annonçait l'émission. On va parler aussi des créateurs, c'est-à-dire les gens qui font des choses, parce que j'ai envie de vous parler des gens qui font des choses, et qui font des choses extraordinaires, et qui dépassent leurs limites, et qui cassent les codes pour faire ce qui leur plaît, et ce qu'ils ont réalisé leurs rêves, dans cette séquence de Rolf Mao. C'est pareil, on reste sur une demi-heure, on reçoit un invité, on l'interview, il nous dit ce qu'il fait, et pour vous encourager à faire, parce que si vous avez fait des choses similaires à l'invité que je reçois aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre les liens dans les commentaires, on va regarder ça, on va vous donner notre avis et plein d'autres choses, donc lâchez-vous. Donc là, le bruit de t-shirt que vous écoutez qui a frotté un micro, c'est votre t-shirt de Quentin Louis. Comment ça va, mon cher Quentin ? Ah putain, t'as entendu mon t-shirt ? Eh ben oui, j'ai entendu ton t-shirt, oui, bien sûr. Eh ben ça, c'est de l'intro, j'ai envie de te dire, voilà. Comment ça va ? Ça va. Le parrain de Rolf Mao, on ne le présente plus, qui a fait un carton, je crois, parce que là, je lis dans l'avenir. Je crois que Rolf Mao 1 a fait un buzz mondial. Ça, tout le monde en a parlé, de la qualité de nos interventions, de même nos qu'il est rires. passé sur énergie. Ils n'avaient pas d'idée, ils ont dit hop. C'est ça, allez, on fait une pause avec Koé, on va mettre Rolf Mao pendant une demi-heure, on a 4 heures d'émission à combler, allez, on va mettre ça, tout le monde va être content. Et ils l'ont mis en repeat, voilà, exactement, ça fait des droits SACEM. Comment ça va bien depuis 10 minutes qu'on s'est quitté? Écoute, ça va pas mal, c'est la 4e émission en une soirée. C'est ça. Cool. Pour les gens qui se souviennent de la première émission, on a eu des petits soucis d'enregistrement, donc du coup, voilà, maintenant on sait. J'ai mes petits indicateurs pour vérifier toutes ces choses-là. En tout cas, on est là. Mais en tout cas, les éditeurs noteront que je me suis permis de changer la photo, parce que je l'aime beaucoup cette photo. Parce que cette photo, elle raconte beaucoup de choses de ce que tu vas nous parler aujourd'hui. Pour te représenter... Il y avait du vent. Pour te représenter très rapidement, tu es auteur, scénariste, réalisateur de vidéos, courts-métrages, films publicitaires et de making-of, avec la chaîne qui a fait un carton avec Backstage. Ouais, on espère. Donc voilà, tu fais plein de choses qui tournent autour principalement de la vidéo. Tu t'essayes au podcast audio, tu t'essayes à plein de choses. On vient de SRC, donc on est obligé de faire plein de choses. Et aujourd'hui, donc pour la phase un petit peu créateur, inspiration de Rolf Mao, tu vas nous parler de ce que tu nous as parlé en outro de Rolf Mao 1, à savoir ton documentaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce documentaire, le pourquoi, du comment, en réalisant... Voilà, je voudrais que tu répondes à une première question, à savoir, tu as quel âge et pourquoi tu fais un documentaire, s'il te plaît? Alors, j'ai 22 ans. Ouais. Et pourquoi je fais un documentaire? Alors, ça, c'est une très bonne question que tu me poses, parce qu'au début, c'était pas prévu, en fait, tout simplement. D'accord, c'était pas prévu. Ok. C'était pas prévu. C'est mon pote, donc Nico, qui est mon co-réal sur le projet, ouais. Qui se ramène qui avait fait un stage à Bali, et qui se ramène et qui me dit, mec, j'ai rencontré tel gars qui s'appelle Yuki, en fait, ouais. qui est surfeur. Il fait ça, il m'a montré quelques photos, quelques vidéos, il me dit il y a un truc à faire et il serait chaud. Ok. Donc du coup au début on s'est dit cool, on va écrire un film de surf, on va aller tourner et puis voilà, on voit ce que ça donne. Sauf que en fait en réfléchissant, en fait on a dit ça et puis après on l'a laissé de côté quelques mois, tu vois, histoire de laisser mûrir le projet. Ouais. Et puis un jour, moi j'étais encore étudiant à ce moment-là, j'ai eu un cours sur les documentaires.
Et j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est pas une fiction qu'il faut qu'on fasse, c'est un docu, ça sera carrément mieux. Ça sera plus sincère, ce sera moins cher à faire, parce qu'il faut le dire, le premier film, pour le financer, il faut y aller, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, en fait, toutes ces choses-là ont fait que on s'est dirigé naturellement vers le documentaire. Et je pense que pour traiter le sujet qu'on a traité, il va aller mieux, quoi. Il faut savoir aussi, tu as 22 ans, mais c'est ta première expérience sur un format long de vidéo. Ouais. En fait, c'est un format de 26 minutes. Ouais. Est-ce que c'est ma première expérience? C'est ta plus grosse durée que tu as fait actuellement, que tu vas faire. En fait, en documentaire, c'est le premier. Donc, en documentaire, oui, forcément. Non, mais toi, en réalisation pure. En film, oui, mais pas en émission. D'accord, ok. Parce que j'ai déjà fait, en fait, je te le dis, mais tu étais là, une émission une web télé pendant notre projet étudiant qui s'appelait Hashtag, donc oui, bien sûr. Qui était une idée à l'origine de Sarah Atagouti. Bien sûr. On la salue. Voilà, coucou Sarah. Et donc du coup, on a déjà été amené à bosser ensemble là-dessus. Et je sais pas si tu te souviens, mais le live faisait quand même 2 heures. Oui, on a fait 2 heures. Coup, ouais. Donc du coup, je pense que c'est le plus gros, c'est la plus longue vidéo entre guillemets sur laquelle j'ai travaillé. Ouais, c'était une belle époque. Non mais voilà, en tant que quelque chose qui est tourné, que tu vas faire un montage, sur lequel tu as travaillé une certaine post-production. C'est ton, c'est la première fois que tu vas sur du 26 minutes. En tout cas, c'est la première fois que je vais sur du 26 minutes. Ouais. Ok. Ça fait combien de temps que tu travailles sur le documentaire, sur ce documentaire-là? Alors, on a commencé l'écriture, le développement du documentaire et l'écriture en, si je te dis pas de bêtises, novembre 2015. Ouais. On est parti tourner en août 2016. Donc, on est revenu septembre 2016. Ouais. Et du coup, il y a déjà plus d'un an, il y a déjà plus d'un an qui s'est écoulé en fait entre le début de l'écriture et là le stade où j'en suis actuellement. En fait, il y a un peu plus d'un an qui s'est écoulé pour l'instant. Et le film est pas encore tout à fait, est pas encore fini, il est encore en post-production là. D'accord, ok. Alors du coup, ce documentaire il va raconter quoi? Alors on est parti à la rencontre de plusieurs surfeurs et surfeuses venant de milieux différents, ouais. Des professionnels ou pas, et puis aussi de personnes qui travaillent dans l'industrie du surf, mais qui vivent du surf, mais pas en surfant, si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, des magasins, D'accord, ok, qui vivent autour de la culture surf. Un shaper, donc, ouais. Ok. Donc voilà, on a un shaper qui fabrique les planches, tout ça. Et en fait, on est parti là-bas avec une question en fait en tête, c'est une citation qui a été faite par un surfeur qui s'appelle Laird Hamilton. Ouais. Qui, sa citation traduite en français, en gros, ça veut dire on est tous égaux devant la vague. Ok. Enfin, avant la vague. Et nous, on s'est dit, on a essayé de retourner un peu la question et de se dire qu'est-ce qu'il a voulu dire ce mec. Est-ce que c'est vrai? Parce que tu vois, quand tu regardes un petit peu, tu te dis que, tu vois que les surfeurs, pour eux, c'est pas simplement un sport, c'est vraiment un mode de vie. Et nous, on est parti un petit peu voir si c'était vrai, tu vois. D'accord. Est-ce que c'est vraiment un mode de vie? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils vont se battre pour avoir une vague? Est-ce qu'il va y avoir la priorité aux surfeurs locaux? Est-ce que ça va se fighter un peu? Quel est le système? Au contraire, ça va être très fraternel. Voilà. Tu vois. Comment s'organise Okay. C'est ça. Du coup, nous, on s'est demandé, est-ce qu'on est vraiment tous égaux dans l'eau, quoi? Est-ce qu'une fois que tu as ton maillot de bain, ta planche, est-ce que tu as des différences entre les gens, que ce soit entre des filles, des mecs, entre des pros, des pas pros, des riches, des pauvres? Est-ce qu'il y a vraiment des différences dans l'eau, quoi? D'accord. Et donc, du coup, on est parti leur poser cette question-là. Donc, voilà, ils nous ont tous répondu avec des interviews, machin. On est allé les filmer surfer, on est allé un peu en filmer certains dans leur vie de tous les jours. Et du coup, voilà, on a notre réponse que je ne dévoilerai pas. Bien sûr.
Alors vous êtes parti de ce postulat-là de questions, vous êtes tous égaux en face de la vague, ou le documentaire a été amené à évoluer au fur et à mesure que vous faisiez ce documentaire? Parce que la qualité principale, enfin, je sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas le documentaire se fait au fur et à mesure qu'on filme. Je pense que tu peux me confirmer. Ouais, ouais. Et alors, si tu veux, le documentaire a en effet été restructuré Combien de fois? après coup, 2 fois. 2 fois? Ouais. En fait, même 3. Si tu veux, la première fois, on avait écrit une version, on l'a montré. En fait, si tu veux, Nico et moi, on était en stage dans une boîte de production en Ok. même temps. Et du coup, on en a profité justement pour demander des conseils aux producteurs, tout ça, qui eux ont l'habitude du marché, si tu veux, D'accord. du film. Et donc, du coup, on leur a montré notre dossier de production. Et du coup, ils nous ont voilà, dit nos défauts qu'il y avait dedans pour qu'on corrige. Et en fait, il se trouve que de ce qui ressortait, quand on leur parlait, qu'on leur disait ce qu'on voulait raconter et ce qu'ils lisaient, et ils nous disaient en fait, c'est pas du tout la même chose que vous dites, les gars. Ils nous ont dit, quand vous nous parlez, c'est structuré, il y a telle idée qui ressort, telle idée qui ressort. Ok. Par contre, quand on lit votre dossier de prod, c'est pas du tout ce qu'on comprend. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi un dossier de prod, très rapidement? En gros, on constitue un dossier qui va en fait parler du film pour montrer aux chaînes télé et à des producteurs pour éventuellement qu'ils investissent dans notre projet. D'accord. Par exemple, il va y avoir une note d'intention, donc on explique tout simplement pourquoi on fait le film, nos intentions lors de la réalisation de ce film. Ok. On met le scénario du film, synopsis du film, pitch, budget, etc., etc. En fait, toutes les informations concernant le projet et voilà ce que ça peut engendrer en fait. D'accord, ok. Et donc voilà, il se trouve que nous du coup c'était un petit peu le foutoir, donc du coup déjà on a été amené à restructurer complètement le scénario parce qu'on s'est rendu compte que c'était trop le foutoir sur le papier. Ok. Donc il y a eu déjà en pré-prod, il y a déjà eu cette restructuration là. Et puis après il y a eu la restructuration due en fait aux galères de tournage tout simplement, c'est-à-dire que à la base on voulait faire un 52 minutes et quand on a regardé les interviews, ce qu'on avait comme réponse, ce qu'on avait comme élément à mettre dans le film, on s'est dit que on allait tourner en rond dans notre sujet et que c'était pas bon, donc du coup on a raccourci. Ouais. Et on est parti sur un 26 minutes, qui sont en fait les deux formats les plus communs à la télé, 26 minutes et 52 minutes. Et donc du coup on a réduit la durée du film, quoi. On est passé sur un 26 parce que ça sert le film en fait, ça sera plus dynamique et ça évite de tourner en rond dans le sujet. D'accord, ok. Et donc il y a eu cette restructuration là, et la dernière c'est en fait après coup là en post-prod, il y a des tas de trucs qu'on n'a pas pu avoir par souci de disponibilité en fait. Il faut savoir que la plupart des surfeurs on les avait genre par tranche de 1 ou 2 heures, donc il fallait aller très vite et tourner vite ce qu'on voulait. Et ça veut dire qu'en fait il y a plein de trucs qu'on aurait voulu tourner avant qu'on n'a pas pu du tout tourner sur le moment. Oui. Et puis après il y a eu d'autres galères sur le moment qui ont fait que il y a certains trucs qui ont sauté, d'autres qui se sont rajoutés, parce qu'aussi on a eu plein de trucs qui se sont rajoutés en plus de ce qui s'est enlevé en fait. D'accord. Donc okay. Ça a fait que on a tourné des trucs différents de ce qui était prévu, et au final en fait le montage c'est une seconde écriture, et c'est ça qui est assez difficile en fait. D'accord. Ça a été quoi la plus grosse galère? Mais une galère qui a été, je dirais pas salvatrice, mais qui vous a servi à faire autre chose ou à exprimer autre chose, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire une galère qui a été bien accueillie. Pas sur le moment, sur le moment qui n'est pas bien accueillie forcément, mais qui après coup fait que, ah ouais, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a eu ce genre d'expérience? Je suis en train de réfléchir, mais des galères bien accueillies, non, je dirais pas ça, parce que franchement, on a eu des galères, mais bien accueillies, je pense pas. D'accord, ok. Alors la plus grosse galère, c'était quoi? C'est la non-disponibilité? Il y a eu autre chose? Ouais, c'est vraiment la plus grosse galère. Bon, déjà, à Bali, on s'était déplaçait en scooter. Ouais. Donc, du coup, pour transporter le matos, c'était assez comique. On était chargés comme des mulets, on avait du matos partout sur nous, en bandoulière, en machin, et on roulait avec nos scouts, c'était nos camions régis, quoi, tu vois. Et il y avait combien de personnes sur l'équipe de tournage? On était 2 en permanence, et puis après, on avait des potes qui se greffaient à nous quand on avait besoin de régisseurs. Ok. Ma copine qui nous a beaucoup suivis, voilà. Mais sinon, essentiellement, on était 2, quoi. D'accord, ok.
Mais voilà, est-ce que donc du coup, c'était les déjà niveau scooters. logistique, c'était chaud, mais la plus grosse galère, vraiment, c'est la disponibilité des surfeurs, quoi. Hmm. Oui, parce que du coup, C'est tu peux pas impressionnant. t'organiser, tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux. Bah, en fait, le truc, c'est que des fois, tu t'organises avec eux, mais eux, ils sont vraiment. Ça fait partie de leur mode de vie. Ils sont à la cool, les mecs. Ils se prennent pas du tout la tête. D'accord. Mais quand je te dis pas du tout, c'est que vraiment. Putain, pourtant, moi, je suis pas prise de tête, hein, mais c'est que vraiment, ils y vont tranquille. Hein. Je te donne un exemple tout bête. Vas-y, Un vas-y. jour, c'était prévu que j'aille filmer un surfeur un matin. Ouais. Euh, et ce surfeur me dit, ok, demain matin, 6 heures du matin, on y va, on est sur la plage, machin, ok. Pas de souci. Je lui dis, tu m'appelles. Ok, ok, t'inquiète, je t'appelle. Le matin, moi, je me lève, 5 heures du matin. Voilà, fatigué, machin. J'attends le coup de fil. Bon, je vois toujours rien, machin. Le mec injoignable. Je fais putain. Et 10 heures du matin, toujours pas de nouvelles. Je renvoie un message et là, j'ai une réponse. Ah ouais, ouais, au fait, je suis allé surfer. Enfin, je lui ai dit, tu vas surfer ou pas, du coup? Il me dit, ouais, ouais, j'y suis allé. Je dis, mais tu pouvais pas me le dire. Bah non, parce que je m'entraînais. Tu vois? Voilà, oui, En fait, ils veulent. En fait, si tu veux, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de les avoir dans leur progression. oui. Mais eux, ce qui les intéressait, c'était d'être bien à l'écran. Ouais, Tu vois oui, la de différence? montrer le beau. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait ouais, c'est ça, montrer le beau. Et il y avait vraiment, et tous, hein. Je vise personne, c'est vraiment tous, ils sont comme ça. Ils veulent que les images qu'ils te donnent soient absolument belles, ce qui est bien en fait, tu vois, ce qui part d'une bonne intention, mais qui ne sert pas forcément Oui. le film. Dans ton axe, c'était pas ce que tu voulais montrer, quoi. C'était pas forcément ce que je voulais. Enfin, j'en voulais des belles choses, bien entendu que j'en voulais. Mais en fait, il y a d'autres choses qui m'intéressaient, un fond. Et c'est ce que j'avais du mal à leur expliquer en fait des fois, tu vois, parce que ben, eux ils étaient dans leur truc, ouais, il faut que ce soit beau, faut que ça fasse ci, faut que ça fasse ça, alors que ben, nous, ce qui peut nous intéresser des fois, c'est de les voir tomber et de les voir se relever et de les voir, tu vois, Oui, de bien les sûr. voir s'entraîner, de les voir travailler à côté, parce que ben, la plupart ne vivent pas du surf, parce qu'ils nous expliquent dans le film que ben, l'industrie du surf, elle était un petit peu en baisse ces derniers temps, et puis que ça va remonter, mais que voilà, on peut pas vivre que du surf. Tout à fait. Et donc, du coup, tout ça, ça aurait été intéressant. C'est des images qu'on n'a pas pu forcément avoir. Une fois, je suis resté 5 jours bloqué dans la villa de location parce que, ben, à chaque fois, on me mettait des faux plans. Tous les surfeurs que je devais interviewer, tous les surfeurs que je devais aller filmer et tout, ils me mettaient des faux plans. Et à chaque fois, ils te font espérer en te disant, ok, non, mais t'inquiète, on fait un truc ce soir, oh non, mais t'inquiète, machin. Et à chaque fois, c'était reporté, c'était reporté, c'était reporté. Je suis resté bloqué 5 jours à attendre après des mecs pour que j'aille les filmer. Sans rien faire. Ça, pour moi, c'est le pire, la pire galère que j'ai eue. Après, sinon, ils sont tous très sympas. Et puis, quand tu les as sous le coude et tout, et que ils sont clients pour faire des trucs, quoi, pour aller faire des petits trucs dans l'eau et tout, pour servir l'image du film. Voilà, ils sont quand même assez attentionnés là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, la plus grosse galère, c'est la disponibilité. Et ton meilleur souvenir? Ce que là, je te poserai la question, ce que tu as le plus appris là-dessus, mais qu'est-ce qui t'a fait évoluer là-dessus? Mais sur un projet comme ça, en tout cas, qu'est-ce que la plus belle chose qui t'est arrivée en faisant ce documentaire, que ce soit bien à Bali ou chez toi en train de monter? Ce que tu retireras de mieux? Et en fait, il y a plusieurs trucs. Parce que là, c'est vrai, je parle des galères, machin, mais il n'y a vraiment pas que ça. C'était vraiment une partie infime du tout, en fait. C'était vraiment une toute petite partie. Mais c'était plein de bons souvenirs. Et un truc qui m'aura marqué un peu, c'est en fait, on était allé filmer un groupe de surfeurs. Ouais. Donc, on a connu grâce à Yuki. Donc Yuki, on rappelle déjà, en fait, le personnage principal, on peut dire, de votre documentaire. Ouais, c'est ça, c'est lui qui nous fait le lien entre tous les personnages, qui nous fait la trame entre tous les personnages. C'est le surfeur principal du film. Okay. Et c'est lui aussi qui nous a beaucoup aidé avec sa copine Julie, qui nous ont fait le booking de tout le monde en fait. D'accord. Donc, qui ont géré avec nous les galères et tout, de personnes, de disponibilité, tout ça. Et donc, on a connu ce groupe de surfeurs qui s'appelle les Padma Boys. Ouais. Qui sont un groupe de jeunes surfeurs et des moins jeunes. Hein. Il y a un peu de tous les âges. Et du coup, en fait,
On a vachement sympathisé avec eux. Et c'était assez plaisant de tourner avec eux parce que je m'amusais, j'avais un enregistreur en fait, et je leur filais l'enregistreur, je leur dis, les mecs éclatés, vous faites des conneries, tu vois. Et j'ai pris ma caméra, je suis allé les filmer, je leur ai filé l'enregistreur, ils me disaient des conneries. Et là, j'ai pu les avoir vraiment dans ce qu'ils sont tout le temps en fait. Ouais. J'ai pas vu des personnages, j'ai vu les Padma Boys de tous les jours si tu veux. Mhm. Et ça, c'était intéressant. C'était un bon moment qu'on a passé parce que voilà, là on a vu ce que c'était on a vu ce que c'était la vie d'un surfeur à Bali, tu vois. Ouais. Tu vois, on a vu comment ils se réunissaient, leur délire. Et puis du coup, ça fait des nouveaux potes, ça fait voilà. Et c'était une bonne rencontre, ça c'est un bon souvenir. Mhm. Ils nous ont appris un petit peu à surfer. Voilà, ouais, non, franchement, c'était un moment d'intégration un peu, si tu veux. Ouais. Et ça, c'était cool. Donc c'était pas forcément un bon souvenir dans la réalisation, mais c'était plus un souvenir, un Un sentiment moment, humain. ouais, c'est ça, Mhm. c'est ça. Un moment de dire. Après, dans la réalisation, j'ai tout le temps des bons souvenirs parce que Ouais. là-bas, tu peux faire tout le temps des images assez cool, quoi. Ouais. Parce que t'as le décor qui s'y prête, t'as Bien la sûr. lumière qui s'y prête. Les gens sont assez open là-dessus, ils aiment bien être filmés, donc ça va. Mhm. Donc des souvenirs de tournage, j'en ai plein des bons. J'aime bien, moi j'aimais bien quand aller filmer le matin assez tôt sur les plages parce que t'as une lumière qui est intéressante, t'as une Ouais. petite brume, t'as des levées de soleil qui sont super sympas. Donc tout ça c'est des bons souvenirs. Est-ce qu'il y a un défi que tu t'es posé par rapport au-delà même de réaliser un documentaire d'10 minutes? Est-ce qu'il y a eu un défi que tu t'es posé en réalisant ce documentaire? Ouais, je pense que déjà le boucler c'est un défi, Ouais. un premier défi. Et le deuxième défi que je me suis posé, c'est tenter de le vendre. Ok. Eh ben En fait, voilà, j'allais y venir, donc c'est parfait. ouais. C'est vraiment tenter de le vendre parce que pour moi, c'est au-delà du prix, franchement, presque je m'en fous. Hmm. C'est vraiment juste un signe de reconnaissance, tu vois. Arriver en fait, c'est même pas le vendre, je te dis le vendre parce que c'est la démarche que je vais essayer de faire, mais Hmm. c'est essayer d'intéresser quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 je sais ce que tu veux dire. J'ai envie de voir que ça peut intéresser quelqu'un. Donc là, tu dis vendre, c'est à des maisons de production, c'est à des chaînes, c'est. Voilà, quand je te parle de vente, c'est à essayer d'aller voir les chaînes télé, machin, mais après, je sais très bien que vendre un premier film, surtout autoproduit, c'est très difficile. Hmm. Enfin, tout le monde me l'a dit, on me l'a beaucoup dit. Ce que vous faites là, les mecs, c'est une connerie. Euh, mais c'est une connerie qu'il faut faire, c'est ce qu'on nous Oui, a dit. oui. Tu vois, quand tu lis des livres ou quoi, on te dit jamais, enfin, on te dit toujours ne jamais, ne jamais sortir les sous de sa poche pour faire son film. Hmm. Nous, on n'a pas eu trop le choix, donc c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on espère que, tu vois, au moins ça va intéresser des gens. Pour D'accord. l'instant, en fait, ce sera ça notre rentabilité, si tu veux. C'est de montrer c'est de voir que les gens aiment ce qu'on a fait. Donc là, vous allez faire, je suppose, à tourner des festivals de courts-métrages ou de films de surf. Alors, en fait, je sais pas si on va tenter les festivals. Faut que je vois les modalités en fait d'inscription D'accord. dans les festivals de documentaires parce que en fait, je sais pas s'il faut pas une boîte de production derrière tout ça. D'accord. Donc c'est pour ça que je te dis, on va essayer d'aller le vendre ou du moins d'essayer de voir comment on peut se faire diffuser quelque part, quoi, tu vois. D'accord, ok. Bon, c'est cool. C'est cool. Donc du coup, comme tu nous as dit dans la précédente émission, il n'y aura pas forcément de date de sortie publique, mais peut-être il y aura des images qui vont fuiter, des bandes annonces. Ouais, bien sûr, ouais, il y aura des images qui vont fuiter. Je pense, je vais peut-être mettre des extraits sur Instagram ou Nico en mettra ou on en mettra sur notre page Facebook. Oui, donc parce que c'est une Mais production, une icône production. Unicorn Production, ouais, Hmm. qui est notre asso du coup. Hmm. Mais non, il n'y a pas pour l'instant de date publique parce que justement, je sais pas, on sait pas encore comment ça va être diffusé après, quoi. D'accord, ok. Donc on verra. Vous vous protégez pour ensuite mieux sauter et mieux vendre votre Ouais, projet. c'est ça. On veut d'abord voir ce que ça vaut et voilà.
Donc après, si on le fait tourner en festival, après la tournée des festivals, il sera sur Internet. Si par un gros coup de chance, c'est une chaîne télé, ce sera télé. Tant mieux, ouais. On verra. Ça Voilà. marche. En tout cas, on mettra tous les liens, enfin je mettrai tous les liens, faut pas croire qu'on est une équipe de 20. Je mettrai tous les liens dans la description pour te suivre, toi Quentin, pour te suivre, pour suivre Nicolas, pour suivre Unicorn Production sur les réseaux et sur Internet. Maintenant, j'ai envie de proposer quelque chose d'assez nouveau que je n'ai jamais fait, à savoir laisser la parole à un des invités pendant 1 minute et qui va conclure l'émission à ma place, ce qui est très rare et ce qui n'est absolument pas préparé. Quentin n'est absolument pas au courant C'est totalement improvisé. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je vais te laisser 1 minute et après, à la fin de cette minute, le générique va partir et après, tu comprendras tout naturellement à toi qu'il faudra conclure cette émission. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous laisse avec Quentin. Et voilà, si tu as un dernier mot pour motiver les gens à faire des choses qui leur plaisent, à réaliser leurs rêves, c'est maintenant dans 3, 2, 1, top. Alors, si j'ai un dernier mot à dire, c'est ouais, faut se motiver, faut essayer de faire. Déjà faire pour soi, et puis après pour essayer de le montrer, essayer de diffuser des trucs sur YouTube si on a envie de faire des vidéos, essayer de faire des prods, des prods musicales si on a envie de faire du son, s'essayer même au podcast audio, essayer de toucher un petit peu à tout, ne pas hésiter. Moi, je pense pas que je sois le meilleur exemple pour ça, mais j'essaie de m'y mettre, j'essaie de me mettre un petit coup de pied aux fesses pour tenter d'évoluer, voilà, et de montrer ce que je sais faire. Après voilà, je pense que voilà, j'ai pas d'autres mots à dire pour essayer de motiver les gens. C'est de toute façon, si vous êtes suffisamment motivé pour faire ce que vous avez envie de faire, il faut y aller, quoi, il faut essayer. Et puis après, vous regardez ce que vous avez fait, vous dites, bon, c'est bien, je le montre, c'est pas bien, bon, j'ai quand même demandé des avis à des proches, et puis vous voyez ce que vous en faites. Il y a plein de projets qu'on a fait avec Unicorn Prod, il y en a notamment 3 qui sont pas sortis. Voilà, donc conclusion, faites tout ce qu'il faut, et puis voilà, des bisous. Générique. Merci, mon Quentin. C'était un putain de coup de pute, ça. Pourquoi? La conclusion improvisée. Je savais tellement pas quoi dire, mon gars. Ben voilà. Parce que je voulais un truc sincère, je voulais pas que tu prépares forcément un truc et voilà. Donc voilà. Non, c'était cool. C'était cool. C'était cool. Ok, bon, c'est cool. Est-ce que il faut que je pense à changer la musique de fond pour une prochaine fois, mais voilà. Ce fut très sympathique. Merci beaucoup à toi. Écoute, merci à toi. Voilà, je pense que c'était une bonne